J'appelle donc Éric Bussolino, Delphine Auvigne, Adélie Collard, Chloé Girardot et Léa Delebarre. Alors maintenant, on va passer à un autre type de projet. Vous allez nous emmener sous les tropiques. Donc Éric Bussolino, directeur ingénierie de AIA, Delphine Auvigne, donc vous êtes architecte agence AIA, ingénieur. Alors vous êtes membre du bureau de la Maison de l'Architecture des Pays de Loire, donc vous travaillez parmi les architectes, donc on est content d'accueillir aussi la Maison de l'Architecture des Pays de Loire dans cette Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Donc AIA, je rappelle, vite fait, c'est une grande architecture pluridisciplinaire qui a été fondée à Nantes en 1965, donc effectivement toute une histoire, tout un passé autour de cette agence d'architectes et d'ingénieurs. Vous êtes aujourd'hui plus de 700 collaborateurs, vous travaillez sur des projets engagés, audacieux, grâce à votre maîtrise des défis d'ingénierie complexes, que ce soit la structure ou la bioclimatique. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La nouvelle aérogare de l'aéroport de La Réunion. Alors à vous, Éric Bussolino. Vous m'entendez ? Bien, bonjour à tous, merci de cette tribune. On est très heureux de pouvoir vous partager ce beau projet de l'aérogare de l'île de La Réunion. Alors avant de commencer et de rentrer un peu dans le détail de ce projet, j'avais peut-être envie de vous faire voyager, parce qu'on est quand même sur l'île de La Réunion, sur un site assez magnifique. L'aéroport se situe en bord de mer. Et on voit au travers de cette photo toute la poésie de la forme et la magie du lieu qui nous a beaucoup inspiré et qui est vraiment partie intégrante de l'architecture du projet. Et vous verrez que cette forme, elle est tout sauf gratuite et qu'elle porte l'identité architecturale du projet. On voit ici un élément central du projet qui est le canyon bioclimatique. C'est vrai que dans notre pratique de l'architecture, vous l'avez rappelé, on est plutôt sur une architecture très partagée entre les architectes et les ingénieurs, dès la feuille blanche en réalité. Mais on est assez peu confronté à des grands volumes comme celui d'un aérogare, où finalement on est sur un usage très éphémère, puisque le passager il passe à peu près entre 20 et 30 minutes, et où finalement l'impact de l'émotion et les premières sensations pour un voyageur qui a fait un long parcours, il faut presque 11 heures pour venir de la métropole, sont assez fondamentales. Et donc on a vraiment travaillé ce volume avec cette envie d'avoir un impact très fort, et au travers de ce canyon qui est finalement quand même un élément, il faut imaginer, qui fait 10 mètres par 10 mètres, suspendu à 10 mètres au-dessus de votre tête, et où on voit bien que la matérialité du projet est assez essentielle dans le volume. Là, vous voyez une image du bâtiment tel qu'il est construit, donc c'est l'halle de livraison bagages, et puis le canyon qui sort du projet. Alors, je vais quand même revenir sur la genèse et la morphologie de ce projet qui est assez particulier. On a un maître d'ouvrage qui dès le démarrage de l'opération, en tout cas dès le concours, qui porte une ambition assez forte. En fait, il porte deux ambitions. Et la première, il souhaite que la première n'efface pas la seconde. Je vais commencer par la seconde parce que c'est celle qui nous a le plus impacté. Il nous dit « Moi, j'ai envie de faire la première aérogare bioclimatique en milieu tropical ». Alors, le mot bioclimatique, on le connaît, il est à toutes les sauces. Et quand on décortique un peu le sujet, en fait, il veut un aérogare qui soit ventilé naturellement, sans système de rafraîchissement et qui permette évidemment le confort des usagers. Mais il nous dit d'abord, je veux quand même un aérogare. On est sur un aéroport, c'est un bâtiment qui est très technique, très fonctionnel, avec des organisations de flux qui sont complexes. Et il nous dit, cette étape-là, il ne faut pas la rater. Et si en plus vous faites un aérogare bioclimatique, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on est sur une équipe assez pluridisciplinaire. Il y a évidemment toutes les entités du groupe AIA, mais aussi des partenaires locaux, architectes et bureaux d'études, et avec un spécialiste aussi de la ventilation naturelle qu'on introduit tout de suite, Jacques Gandemer,
qui a peut-être déjà fait des conférences ici, parce que c'est un personnage sur la ventilation naturelle, je pense qu'il est assez incontournable. Et on commence le projet comme ça, avec l'idée de travailler, alors je passe un tout petit peu et je reviendrai après, avec l'idée de travailler sur la morphologie tout de suite au regard d'un dispositif aérolique. En fait, ce projet est d'abord un dispositif aérodynamique. L'extension, en fait, c'est l'élément qui se retourne en L. La partie longitudinale, c'est la partie existante. Et donc, assez rapidement, pour des phénomènes aéroliques, on a besoin de décoller le bâtiment du bâtiment existant, ce qui n'était pas une demande du programme, puisque vous imaginez que entre la salle de livraison bagages, qui est le grand cube perpendiculaire, et l'arrivée des avions qui se fait dans le bâtiment longitudinal, il faut une continuité. Mais d'un point de vue climatique, il faut le décoller. Et puis, assez rapidement, comme le bâtiment est situé le long de la mer, on a des alizés qu'il faut qu'on canalise. Et donc, on a l'idée de ce grand canyon. Et donc, on évite le bâtiment par sa toiture pour créer un canyon comme une pompe d'extraction. On est en phénomène sur un puits dépressionnaire. Et puis après, on a cette forme de toiture qui vient accélérer le vent pour pouvoir renforcer cet effet de puits dépressionnaire. Et avec ce système-là, on ventile l'ensemble du projet, qu'on retrouve ici dans sa morphologie. Vous voyez que vous avez la grande salle de livraison bagages, ce puits dépressionnaire qui est ce canyon climatique au milieu, en fait, qui vient créer une dépression, puisque les vents s'écoulent sur la toiture, viennent buter contre des lèvres aéroliques que vous voyez en partie haute et créer une dépression, et donc un phénomène d'aspiration qui fait que l'air est aspiré et on a des taux de renouvellement d'air naturel à l'intérieur. Et en dessous, on a quand même aussi, puisque c'est, comme je le rappelais, c'est aussi un aéroport, je reviens ici sur cette slide, on a quand même toute la salle de tri-bagages sur toute la surface du bâtiment et qui est le système de tri-bagages pour apporter les bagages aux voyageurs. Donc, évidemment, cette conception bioclimatique et la ventilation naturelle s'accompagnent nécessairement de dispositions de protection solaire. Hein. On est bien que si on arrive à évidemment empêcher les apports énergétiques dans le bâtiment et en plus à les extraire vers l'extérieur. Et donc, il y a tout un jeu qui se fait en termes d'organisation des façades, des toitures et des ouvrants, pour permettre un flux de ventilation naturelle à hauteur du passager et permettre finalement ce fameux flux d'air de 1 mètre seconde hein, qui permet de rafraîchir et d'avoir une sensation de moins 4 degrés par rapport à la température de l'air. Donc il y a des protections solaires, des débords de toiture, des protections aussi en toile pour éviter les apports solaires qui sont quand même assez importants sur l'île de la Réunion, beaucoup plus que ce qu'on imagine quand on est en métropole. Et donc évidemment, avec ce système-là, on a réussi à diminuer à peu près par 10, entre 10 et 15, les apports solaires directs sur une façade ensoleillée. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'essais en soufflerie, puisque c'est un dispositif unique. En réalité, alors on dit, le maître d'ouvrage le dit beaucoup, nous on le reprend évidemment, que c'est une première mondiale à cette échelle-là. C'est vrai que c'est un prototype pour lequel on a avancé vraiment dans l'inconnu. Hein, et vous verrez, Delphine le développera en termes de structure et de complexité pour mettre en œuvre tout ça en plus dans un environnement qui est particulièrement contraint entre les cyclones, etc. On a fait des prototypes, des essais en soufflerie qui nous ont servi à la fois à dimensionner le dispositif aérolique global, mais aussi à dimensionner les éléments de structure, puisqu'on a aussi mesuré les effets de pression sur l'ensemble des éléments de la charpente pour qu'ils puissent résister aux effets cycloniques. Delphine, je te passe la parole sur la mixité des matériaux. Merci Eric. Oui, on va rentrer un petit peu dans les sujets de structure de ce projet. Donc, je vous invite à voyager au pays de l'ingénierie structure. Voilà, on va parler plutôt d'hybridation des structures, la mixité étant au sens propre pour nous quand les matériaux sont connectés entre eux. Là, c'est pas le cas. Par contre, c'est un mélange de tous les matériaux pour les mettre au bon endroit dans leur fonctionnement. Sur ce projet de la Réunion, à part la neige, on a à peu près toutes les contraintes. Le séisme, bien sûr, catégorie d'importance 4. Alors, un aéroport n'est pas toujours en catégorie d'importance 4 en séisme. Mais là, sur les îles, parce qu'on en a fait plusieurs, c'est très important en fait pour la sécurité. Donc, du coup, catégorie d'importance 4.
Vent Eurocode, cyclonique, exposé, etc., bord de mer. La géotechnique dans les îles, c'est jamais très foufou, donc on est dans des alluvions, donc on a fait tout un remblai technique. On a une agressivité du milieu marin, on est en site exploité aéroport, donc rapidité, facilité d'exécution, et puis la stabilité au feu. Les exigences associées à tout ça et à la volumétrie, les vitrages de grande hauteur, des déplacements limites à contrôler. Les comportements dynamiques, sismiques, thermiques et souvent à contrôler aussi. Qui dit ventilation naturelle dit non-isolation. Donc en fait, les écarts thermiques à La Réunion sont importants. Hein. Donc aussi une méfiance par rapport à ça. Simplicité, durabilité, fonctionnalité, grande portée, etc. La sécurité incendie, donc maîtriser un désenfumage naturel. Voilà, donc les bons réflexes dès qu'on sait tout ça, c'est de trouver de la légèreté dans le hall de livraison bagages, les lancements. On n'a pas un objectif de grande rigidité, mais quand même, il faut bien équilibrer les choses, bien équilibrer les déplacements et assurer la solidité. Et puis au niveau du socle que vous avez pu voir en coupe, le tri-bagage en dessous qui est bien plus technique, on assume une rigidité, une robustesse, une stabilité au feu pour avoir deux comportements bien distincts et maîtriser le comportement dynamique. Voilà, donc là c'est un petit rappel géométrique, donc la genèse de cette forme aussi. Donc vous avez compris précédemment qu'elle venait des études aérauliques. Voilà, donc on a naturellement ces poutres qui viennent trouver leur courbure, qui sont toutes, là c'est une petite perce, c'est une section de bâtiment, mais en fait on n'a que des courbures variables sur le projet pour faire toute cette forme. Vous voyez la trame, donc on a un bâtiment de 60 mètres de large à peu près, il fait 100 mètres de long à peu près, et puis le canyon qui monte à 17 mètres de haut. Ici, on a donc fait le choix de placer les porteurs principaux en extérieur, donc vous remarquerez qu'ils sont rejetés en extérieur pour ne pas encombrer les espaces intérieurs, et puis ils sont placés sous le canyon, pareil en intérieur canyon, pour que vraiment on dégage un maximum la volumétrie. Vous remarquerez aussi que les poteaux sont évasés en tête, ce qui permet de les dédoubler en fait. On n'a qu'un poteau sur deux en pied et puis en tête on trouve plus d'appui. Voilà, donc les trois matériaux, vous les connaissez. Je fais ici un petit rappel. Je vais vous rappeler que ce que j'ai mis en gras sur les propriétés, les avantages de chacun. Donc le béton, robustesse, durabilité, ça résiste au choc du trafic dans la salle livraison bagages, c'est parfait. La sensibilité aux efforts thermiques qui n'est pas un atout, en l'occurrence, surtout en bord de mer, avec le contrôle de la fissuration. La stabilité au feu qui est intrinsèque, là, qui est quand même un vrai enjeu aussi. Puis un bon comportement sismique, la ductilité, le comportement en diaphragme, etc. Le bois, donc force résilience environnementale, il apporte toutes les qualités qu'on connaît, l'esthétique, la qualité de vie, le confort. On l'a aussi pris pour ses formes courbes, bien sûr, la capacité à faire des grandes portées, avec le lamellé collé, et puis pas sensible aux efforts thermiques. L'acier, donc c'est l'élancement structural, la composition en système triangulé ou en V, là, qui apporte une bonne raideur, une bonne résistance aux effets de second ordre. Et puis, il se dilate aussi, mais en fait, on maîtrise les contraintes thermiques dans l'acier, donc on sait gérer. Montage facile, voilà. En bas, je vous ai mis les matériaux, on ne perd pas de temps là-dessus. Corrosion, évidemment, de tout ça, classe de corrosion importante pour les matériaux sur la Réunion. Donc voilà la forme finale, et on voit ici avec un peu des couleurs les matériaux, la mixité des matériaux. Donc depuis le haut, la couverture zinc à joint debout, reprise par toute une charpente bois, visible de l'intérieur, avec ses poutres en lamellé collé. Les épines du canyon aussi, qui sont les montants de la façade du canyon. Tout le système vertical, c'est un système métallique pour les raisons de l'élancement et de la capacité à contreventer la structure. Et puis le socle en béton, comme je vous disais, pour bien distinguer, nous, dans le comportement dynamique, parce qu'à un moment donné, il faut simplifier la complexité, bien maîtriser du souple sur du rigide et pas trop mélanger les choses et mal assurer le comportement dynamique. Donc un socle en béton, voilà. Donc on a aussi l'usage de l'acier pour les façades, pour les poutres treillis des façades. Voilà, donc en coupe, vous voyez bien ici par les couleurs un petit peu tout ce que ça donne. Une petite coupe ici dans le canyon où il y a les poteaux en V là, qui montent jusqu'à 17 mètres de haut, qui sont implantés tous les 17 mètres et quelques.
Voilà, ça c'est une coupe de la façade. Il y a 2 plans, là, il faut lire 2 plans, vous verrez mieux après sur les photos. Il y a un premier plan en béton, plus les poteaux en V acier, là, les quadripodes. Et puis un deuxième plan derrière, tout béton, qui supporte la façade. On va le comprendre ensuite. Ça, c'est le système porteur. Hop. Donc en toiture, ça donne ça. C'est un bâtiment qui est immense. Hein. Donc en fait, j'ai fait un petit détail. Là, vous voyez aussi qu'en toiture, on a la structure bois, mais aussi tout le système de rigidification ou de porte-à-faux, là sur le porte-à-faux avant, qui sont en métal. Du coup, voilà. Donc on a vraiment hybridé tout ça au mieux de chaque matériau. La structure n'est pas stable au feu, elle est visible, donc on pouvait largement utiliser le bois et le métal pour cette couverture qui était visible. Donc voilà, ici on retrouve le socle en béton pour des raisons de stabilité au feu, un effet de lest en pied qui n'est pas négligeable pour les soulèvements sismiques, une raideur dynamique bien disjointe de celle de la superstructure, mais le problème de la fissuration et de devoir mettre des joints de dilatation dans ce socle. Les élévations en métal pour les lancements, j'en ai parlé de la stabilité au feu, une bonne tolérance à des déplacements parce que on a une hybridation aussi du système de dilatation, donc on a pu justifier de la capacité de la superstructure à résister sans joint de dilatation, alors qu'en bas il y en avait. Puisque voilà, j'en viens à la fin, la couverture bois, pour des raisons d'étanchéité, impossible de mettre des gilets là-dedans. Et donc, on a réussi à faire ce travail. Donc, c'est les petites flèches en bas. Là, on a un premier système intérieur qui est le support de façade et le support porteur statique avec des joints. Et puis, un autre système qui est le support des poutres extérieures sur les poteaux en V extérieurs. Donc, ça donne la même chose en coupe longitudinale. On a ce socle contreventé en béton et puis des élévations en métal. Et la même chose au niveau du canyon. Voilà. Pareil en façade. Voilà. Donc là, c'est une petite diapo pour illustrer. C'était vraiment un sujet pour nous en structure, hein, l'histoire de la fissuration, des chocs thermiques sur le bâtiment qui était contreventé, enfin, en ventilation naturelle. Donc on a quand même dû étudier ce comportement. Ici, vous voyez un joint de dilatation qu'on a mis tous les 35 mètres dans le socle. Mais toute cette toiture qui est un peu peinte en couleur bois, là, sur ces poteaux extérieurs qui, eux, sont un ensemble monolithique de 100 mètres. Et donc, comment on assure un comportement correct des deux, y compris en dynamique, parce qu'il fallait quand même justifier ça. Vous savez qu'en sismique, normalement, on tranche dans les bâtiments du haut en bas et on ne se pose pas trop de questions. Donc là, on a vérifié les comportements de tout ça pour être sûr que ça marchait. Et le système réticulé de la charpente permet d'absorber, en fait, ces effets, on peut dire, du second ordre. Donc, ça a été vérifié et ça nous a permis de faire ça comme ça. Donc, maîtriser le comportement thermique du béton tout en permettant une étanchéité de la toiture. Voilà. Donc, en coupe, pour la stabilité, là, ce que je vous illustre, c'est qu'en fait, vous savez que le bois, c'est pas facile de faire des portiques en bois, mais ici, on a pu faire, en fait, en niveau stabilité transversale, avec ce système de poteaux en V évasé, on a un encastrement naturel de la rive. Donc, on a déjà 2 demi-portiques de part et d'autre qui assurent la stabilité, et puis tout le canyon central, le tout sur un voile béton qu'on a pu placer entre tous les systèmes tribagages, tous les 17,50 mètres à la base. Voilà, parce qu'il y a des efforts considérables à cause du sismique. Tout ça, c'est des structures qui sont assez énormes. Il y a le vent aussi. Voilà, donc vous avez cette liberté de déplacement thermique transversal. Là, c'est les 2 petites flèches vertes. Donc la structure respire et puis on maîtrise les déplacements par tout ce contreventement pour pouvoir poser des façades vitrées. Voilà. En longitudinal, c'est un petit peu plus compliqué. On a 3 plans en fait on a 3 plans de statique et de contreventement. Donc la façade extérieure ne reprend que le gravitaire. Donc le métal ici permet de gérer les élancements sur un socle de poteaux V béton préfa. Le deuxième plan de façade juste derrière, c'est le plan de contreventement avec les façades vitrées et des palets de stabilité qui reposent sur le plan béton en dessous. Et puis dans le canyon, un portique géant, en fait, réalisé en métal. C'est la structure que vous avez vue en photo. Donc qui assure aussi un complément de stabilité longitudinale. Voilà. Donc de la même manière ici, on a géré les déplacements thermiques du socle et puis contrôlé les déplacements
nos structures. Voilà, donc là je vous présente quelques planches de détail de structure. Donc on a la façade en tête, les poteaux du canyon, des détails où on voit bien le métal, le bois, tout ce qui est en pied du canyon, oui, à la base du canyon, et puis la coupe, une coupe ici aussi où on voit tout ce qu'on a pu mettre en bois, tout ce qu'on a mis en métal. D'autres détails, ça, ce sont les pieds des poteaux V extérieurs qui supportent les poteaux quadripodes métalliques. Et puis la fixation de l'arbalétrier en bois sur les quadripodes. Voilà, là ce sont des détails d'archi avec le canyon et tout le système de contreventement. La façade, bon, vous l'avez déjà vu aussi. Alors pour nous, la construction hybride en ingénierie, structure, en ingénierie, d'abord vous avez compris que la genèse de la forme de ce bâtiment, elle est vraiment sur l'aérodynamique, mais aussi du coup en fort lien avec la structure et les capacités de franchir des grandes portées et de stabiliser le bâtiment. Donc complicité avec l'architecture. Et au sein de l'ingénierie structure, on a des spécialistes bois, des spécialistes béton, des spécialistes métal. Donc on a vraiment eu des compétences spécialisées à rassembler. Parce que sur ce bâtiment et plusieurs matériaux, il faut gérer un comportement global. Le sismique en est une raison, le vent aussi bien sûr. Comportement global à maîtriser, donc une collaboration très étroite entre chacun. Chacun doit être au meilleur de son métier, mais aussi connaître les enjeux chez son collaborateur qui va faire le béton, par exemple. Donc une vraie collaboration agile, complice et éclairée, parce que toute cette conception, elle ne sort pas comme ça, comme de son chapeau, hein. Elle s'élabore au fil des études. Et des logiciels de modélisation adaptés. Là, on a adapté ensuite nos outils d'ailleurs, parce qu'on était à la limite des capacités du logiciel de l'époque. Et il fallait qu'on ait la bête de course qui soit utile à tous les ingénieurs, quels que soient leurs matériaux. Et puis du coup, organiser aussi le travail et les interfaces en travaux, parce qu'il y a eu, même si on a fait un mégalo structure, en fait, on savait très bien qu'il y aurait plein de sous-traitants derrière, de co-traitants. Et du coup, il a fallu gérer les interfaces de calcul et de construction. Voilà. Donc au niveau de la réalisation, là ça va, on retrouve ce que je vous ai un petit peu expliqué précédemment. La boucle d'itération de calcul avec toutes les entreprises, leur bureau d'études, puisque chacun a fait son modèle de calcul et puis chacun s'est superposé. Puis il y a eu des itérations, vous voyez, tout ça, ça a été cadencé, c'était décrit au CCTP pour qu'on converge et qu'on puisse construire. Donc là, vous voyez quelques images des modèles de calcul. Quelques photos de chantier, voilà, l'élévation du canyon, le poteau en V, là, et les détails où on voit bien tous les matériaux. Voilà, d'autres photos du chantier. Voilà. Ah, c'est toi qui as mis cette photo finale, ok. En fait, on va vous présenter aussi, si vous pouvez lancer on a un petit time-lapse du chantier pour vous illustrer la réalisation. Je vous montre encore quelques photos. Donc là, vous voyez bien les quadripodes qui s'appuient sur ces poteaux extérieurs en béton préfa. Voilà. Et pour finir sur le chantier, si vous pouvez lancer la petite vidéo. Coup de pub. Voilà. Donc là, il y a le socle en béton qui se monte. Il a été varianté par l'entreprise en plancher à corps creux. On a trouvé une variante très intéressante. Donc là, ça va très vite, mais on voit tous les petits caissons des corps creux qui sont posés progressivement. Voilà, donc ça, c'est tout le socle. Il y a eu un remblai technique avant. C'est passé un peu vite, bien sûr, mais voilà. Donc on commence à monter le canyon. Vous voyez les élancements quand même assez impressionnants. La pose des poutres, les éléments de façade. Et voilà, ça allait un peu plus lentement que ça en vrai, mais voilà. Bravo, magnifique. Vraiment. Merci.
On voit ici toute l'efficacité de la mixité des matériaux pour répondre à des enjeux extrêmement complexes de tremblements de terre, de vent fort, de tempêtes, etc. Et en même temps, les enjeux qu'on a aussi ici, résistance au feu, dilatation, vous voyez, c'était tout un enjeu incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne une forme qui semble découler de toutes ces exigences. On voit que c'est pas arbitraire, que c'est pas juste un dessin à la main. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau. Voilà. En tout cas, je vous avais dit, il y avait des très belles choses qui arrivent ici. Donc, Éric Bussolino et Delphine Auvigne. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je rajoute juste un élément par rapport à la présentation qui a été faite avant. On a aussi, nous, été surpris une fois réalisé le bâtiment, puisqu'on a toujours un peu de mal parfois à se projeter dans des grands volumes comme ça. Et c'est vrai que l'émotion, et ça a été salué, là je crois que c'est le jour de l'inauguration ou un petit peu après, on a vraiment un effet waouh quand on arrive en plus, il y a un parcours qui nous fait passer par un espèce de tunnel, enfin c'est un peu contraint. Et puis quand on arrive dans cette salle-là, on a vraiment ce volume et ce canyon qui se prolonge. On le voit pas bien, mais en fait il y a une grande façade vitrée qui est orientée au nord et qui donne sur le piton des neiges de façon assez majestueuse, et on a un dialogue entre le canyon et la forme du piton des neiges. C'est assez. Et c'est vrai que voilà, ce volume nous a pris aussi aux tripes le jour où on l'a vu s'élever. Donc c'est toujours les bonnes surprises aussi de l'architecture. Il n'y a plus qu'à aller à La Réunion maintenant pour voir ce bel bâtiment. Merci.